Est-ce que l'action Meta est surcotée? Depuis le début de l'année 2023, l'action Meta est l'une des actions les plus performantes avec plus 86% year to date. Mais quelle en est la raison réellement? Dans cette vidéo, on va analyser les derniers résultats publiés par Meta, Apple et Amazon et je vais te montrer ce que j'analyse particulièrement dans une action ainsi que ma façon de penser. N'hésite pas à prendre des notes pour apprendre toi aussi à investir correctement en bourse. On commence avec Meta. Dans ce rapport, dès le début, Zuckerberg nous annonce que le trimestre a été un trimestre correct et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? En regardant le chiffre d'affaires, on passe de 27,9 milliards de dollars pour le premier trimestre 2022 à 28,6 milliards de dollars pour le premier trimestre 2023, soit une croissance des revenus de 3%. Une croissance pour moi assez faible. À titre de comparaison, on a chez la concurrence Microsoft par exemple, une croissance du CA de 7%. De plus, il faut savoir que cette croissance de 3% est inférieure au taux d'inflation qui est actuellement d'environ 4%. L'autre point très important est la marge d'exploitation qui passe de 31% en 2022 à 25% en 2023, moins 6% de marge sur les 12 derniers mois. Une chute considérable et ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite voir, mais selon moi, il fallait s'y attendre. Car à la base, Meta se concentrait sur les revenus publicitaires. Les coûts dans ce domaine sont plutôt faibles par rapport aux revenus que ça génère. Les marges dans ce secteur sont donc plutôt élevées. Mais en switchant de business, en se concentrant sur le métaverse, forcément, les coûts ont dû augmenter. Bah oui, il s'agit d'un nouveau marché qui nécessite un niveau de technologie très élevé et de fortes innovations. On ne peut pas lésiner sur les dépenses. Étant précurseur du métaverse, Meta souhaite être le numéro 1. Donc la recherche et le développement font maintenant partie du cœur de leurs dépenses. C'est ce qu'on peut voir juste ici. Les dépenses en sales and marketing qui ont diminué, passant de 3,3 milliards de dollars à 3 milliards de dollars. C'est un point positif, mais ces dépenses ont en réalité été redirigées vers la recherche et développement. On voit ici que ce segment est passé de 7,7 milliards à 9,3 milliards, soit une croissance des dépenses de plus 22%. Puis enfin, un résultat net de moins 24% et un bénéfice par action de moins 19%. Un trimestre en déclin qui suit les précédents. Mais alors pourquoi l'action a-t-elle fait plus 86% si les derniers résultats trimestriels sont en déclin? Eh bien c'est simple. Ici, l'action chute et atteint son plus bas en novembre à 88 dollars. Car le dernier rapport publié à ce moment-là montrait une chute du free cash flow de moins 96%. 88 dollars comme point d'entrée pour Meta est une excellente opportunité et les plus malins ont su la saisir. Sur les deux derniers trimestres, donc de novembre 2022 à mars 2023, Meta est la deuxième action la plus achetée par les super investisseurs, ceux qui dirigent les plus grands fonds d'investissement. Puis deuxième argument, le free cash flow. Ici tu vois que le free cash flow arrête de croître au deuxième trimestre 2022. Les résultats ont été publiés en juin. En regardant la courbe, on voit que de juin à octobre, l'action fait moins 23%. Ensuite, le free cash flow est passé de 4,6 milliards à seulement 337 millions de dollars. C'est les moins 96% que je viens de te dire. À ce moment-là, on est au 26 octobre et l'action chute alors de 31% en une semaine. Après ça, l'action semble se reprendre, suite justement aux fameux super investisseurs, investissant en masse dans Meta et faisant de cette action l'action la plus achetée sur les deux derniers trimestres. Puis arrive le 1er février et Meta dévoile ses résultats et on constate qu'elle recommence à générer du cash, passant de 337 millions à 5,5 milliards de dollars. À ce moment-là, sur la charte, tu vois alors que Meta fait plus 23%. Puis, sur les derniers résultats que l'on est en train de voir ensemble, Meta montre une nouvelle fois une hausse du free cash flow et par conséquent, l'action remonte et fait plus 14%. Le critère le plus important quand tu investis dans une action, c'est la capacité de la société à être capable de générer du cash et à le faire croître de façon constante sur de nombreuses années. Ce cash, c'est ce qu'on appelle le free cash flow ici. Voilà les raisons pour lesquelles Meta a augmenté depuis le 1er janvier 2023. On passe maintenant à la deuxième action et c'est Apple. Il faut savoir que j'aime beaucoup Apple et que c'est ma top position dans mon portefeuille. J'ai actuellement investi presque 16 000 dollars dedans avec une plus-value pour le moment à plus 27%. On passe tout de suite au résultat. Ça va être plutôt rapide ici. Des revenus d'un trimestre à l'autre en léger déclin, 87,2 milliards en 2022 à 94,8 milliards en 2023. Cost of sales, donc le coût des produits vendus, passe de 54,7 milliards à 52,8 milliards. Un bon contrôle des coûts, très important vu le contexte économique actuel. Et en faisant le calcul, on remarque une marge brute de 44%, très impressionnant. On voit qu'Apple essaye aussi d'optimiser ses dépenses d'exploitation. Plus 9%, c'est ok. Un chiffre d'affaires total en déclin, principalement conduit par la vente des Mac qui passe de 10,4 milliards de dollars à 7,1 milliards de dollars. Autre point à noter, ce sont les revenus géographiques et surtout la décroissance du chiffre d'affaires en Chine, alors que l'on s'attendait à l'opposé avec justement les restrictions Covid levées et la réouverture de l'économie chinoise. À part ça, pas grand chose à noter du côté des résultats, un rapport qui donne l'impression qu'Apple stagne et qui peut peut-être faire peur pour certains. D'autant plus qu'Apple prévoit une baisse du chiffre d'affaires de 3% pour le trimestre suivant. Pour beaucoup, Apple serait en difficulté. Ou alors Apple aurait atteint sa limite en termes de croissance. Beaucoup citent comme facteur principal de succès pour Apple les ventes d'iPhone et ont peur qu'avec le temps, les ventes d'iPhone deviennent
deviennent moindres et qu'alors Apple commencerait à chuter. Je comprends ce point de vue, mais pour autant je ne suis pas d'accord. Déjà, on peut voir que malgré tout, les revenus de l'iPhone sont supérieurs aux revenus des 12 derniers mois. Ensuite, Warren Buffett a récemment parlé d'Apple et a dit une chose avec laquelle je suis en total accord. Il a dit, je cite, Apple est dans une position avec les consommateurs où il paie peut-être 1500 $ ou quoi pour un téléphone. Et les mêmes personnes paient 35 000 $ pour avoir une deuxième voiture. Et si elles devaient choisir entre abandonner leur deuxième voiture ou abandonner leur iPhone, elles abandonneraient leur deuxième voiture. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à ceci. Tu as bien compris à quel point Apple est puissant et si indispensable dans la vie de tous les jours pour les personnes. Et puis chaque année, les peurs sont les mêmes et à chaque année, Apple surprend avec ses résultats. À chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, la plupart vendent leur iPhone actuel pour acheter le tout dernier et ce depuis de nombreuses années. Il ne faut pas non plus oublier les autres segments comme les services qui te ramènent dans leur écosystème impressionnant et t'empêchent d'aller voir ailleurs. Puis il faut aussi noter sur ce dernier rapport qu'Apple a augmenté son dividende de 4%. Une croissance assez faible et je trouve ça assez dommage vu le cash qu'a Apple entre ses mains. Enfin, on passe à la troisième et dernière action et c'est donc Amazon. Juste avant, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu et que tu souhaites apprendre à investir et à construire un portefeuille solide à l'avenir. Alors je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. L'action a fait plus 28% depuis le début d'année et je suis actuellement dans le vert avec plus 8%. On passe au résultat et rien d'exceptionnel à démontrer pour ce trimestre. Les ventes en ligne, leur business principal qui stagne sur les 12 derniers mois, 0% en termes de croissance. Physical Store à 7% et AWS, la partie cloud d'Amazon, qui est l'un des business les plus regardés et critiqués ces derniers trimestres, qui, encore une fois, voit une croissance affaiblie avec seulement 16%. C'est la raison principale du bash sur Amazon en ce moment et j'aimerais m'arrêter sur ce point. Beaucoup de personnes critiquent cet aspect chez Amazon. J'aimerais rappeler dans un premier temps qu'AWS est un segment parmi plein d'autres comme tu le vois ici. Il y a ici 7 business différents qui rapportent de l'argent pour Amazon, alors pourquoi se stopper sur un seul et unique business qui serait en difficulté alors que d'autres sont tout aussi importants? Chaque société a des segments qui se voient cycliques ou en difficulté par un moment. Il faut savoir que le cloud est un secteur nouveau et en voie de développement. Et vu la conjoncture actuelle, ce n'est clairement pas la partie principale à développer pour toutes les sociétés. Chacune des entreprises est en train de diminuer et optimiser leurs dépenses. Et ça passe forcément par le fait de réduire les dépenses dans le cloud. C'est la raison de la faiblesse, entre guillemets, d'AWS. D'ailleurs, c'est un phénomène que l'on voit aussi du côté des concurrents. Microsoft, par exemple. Pour le troisième trimestre 2022, Azure a enregistré une croissance de 42%. Puis si on va sur le quatrième trimestre de 2022, Azure avait une croissance cette fois de 38%. Et puis maintenant, sur le premier trimestre de 2023, la croissance a chuté à 31%. Sur les 3 derniers trimestres de Microsoft, on constate donc 3 déclins consécutifs pour Azure et pourtant personne ne pointe ça du doigt et dit que Microsoft est en difficulté. L'affaiblissement de la croissance sur le cloud ne touche pas uniquement Amazon, mais aussi tous ses concurrents. Tu vas peut-être me dire, oui, mais 31% comparé à 16% de croissance, c'est tout de même 2 fois plus. Je suis d'accord, mais je tiens à te préciser qu'en 2023, AWS est numéro 1 en termes de part de marché dans le cloud avec 32%, devant Azure en deuxième position avec 23% et Google Cloud en troisième position avec 10%. Ensuite, il y a les côtés positifs d'Amazon qu'il ne faut pas oublier. Il y a le third party seller. C'est ce qui concerne les commerçants utilisant la plateforme d'Amazon pour vendre leurs produits en ligne et profiter de leur logistique en contrepartie de frais. C'est un business en croissance de 18% sur les 12 derniers mois et surtout un business qui profite d'une marge importante. Ensuite, il y a le segment abonnement, tout ce qui est Kindle, Prime et autres, qui est en croissance de 17%. Les business à base d'abonnement sont des business profitant de marges importantes là aussi et surtout une source de revenus récurrente et c'est crucial. Et enfin, le segment publicitaire en croissance de 23%. Et comme je te l'ai dit avec Meta, le segment publicitaire profite très clairement de très grosses marges. Quand Meta faisait de la publicité son activité principale, on pouvait se rendre compte de la puissance de ce secteur à imprimer de l'argent en masse. Aujourd'hui encore d'ailleurs. Ce sont 3 segments clés avec des marges élevées qui profitent pleinement à Amazon avec une croissance à 2 chiffres, une croissance forte. J'espère que cette vidéo t'a permis de mettre les choses au clair au niveau de ces 3 actions et de te permettre de forger ton propre avis sur si Meta est surcoté ou non et si Apple et Amazon en difficulté ou non. Pour mon cas, Apple et Amazon ne sont pas forcément en difficulté et je reste plutôt positif sur le long terme. J'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne encore une fois et moi je te dis au prochain épisode.